Les seuls qu'on peut écouter, c'est éventuellement d'autres entrepreneurs qui, là, pour le coup, vous diront « mais vas-y, fonce !» Mais il ne faut surtout pas écouter ceux qui ne sont pas entrepreneurs parce que de toute façon, ils ne seront pas capables de vous motiver ou de… Voilà, ils ne verront que les problèmes potentiels qui existeront d'ailleurs. Mais ça en fait partie, mais ce n'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Inspiration Fitness. Je me présente, je m'appelle Bouba et aujourd'hui je suis avec un invité de renom, Marianne Tessier, à la tête du groupe Verona qui a notamment les salles de sport Néoness, Épisode et le concept Néoness Live. Donc aujourd'hui on va essayer de répondre à une question assez simple. Comment faire pour développer une salle de sport à succès et créer un empire ? Bonjour Marianne. Bonjour Bouba. Comment tu vas? Très bien. En forme? Alors je t'ai présenté brièvement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ce que tu as pu faire avant de créer Néoness? J'ai créé le groupe Verona il y a 13 ans maintenant, ça commence à dater, hein. Ça fait long. Et avant, en fait, alors moi je suis diplômée école de commerce, hein, pour le coup je suis business girl avant d'être fitness girl, c'est clair. Je suis surtout entrepreneur dans l'âme avant quoi que ce soit. Gamine, je montais plein de boîtes, plein de trucs, enfin voilà. Et j'ai toujours voulu monter ma boîte, donc j'ai fait une école de commerce. Après j'ai commencé chez Procter & Gamble, Monsieur Propre, Ariel, Pampers, tout ça. J'étais commerciale dans les hypermarchés du 9-3. Je réimplantais les rayons la nuit et tout, c'était génial. 2 ans d'expérience extraordinaire. Mais en fait, honnêtement, c'était vraiment pas un boulot tripant, mais ça t'apprend plein de choses et ça te fait relativiser et ça te forge un caractère. Donc ça, c'était cool. Et après, j'ai rejoint l'UCPA, parce que alors moi, j'étais une grande fan de l'UCPA, parce que j'étais avant monitrice de voile à l'UCPA. J'adorais le sport plein air, etc. Donc j'avais bossé pendant 5 ans en tant que monitrice de voile. Et ensuite, j'ai intégré l'UCPA au siège, cette fois-ci, pour m'occuper du département aventure. Donc c'était tout ce qui était trek, itinérance à cheval, en kayak dans le monde. Donc là, autant dire que c'était un des meilleurs jobs du monde qui puisse exister. On bossait avec 80 pays, voilà, j'avais une équipe de 15 personnes, c'était ma petite boîte à moi, j'étais responsable de mon business, c'était génial. Donc voilà, j'ai adoré. Et là, en fait, j'ai rencontré Céline, mon associée donc, du groupe Verona, qui était directrice du transport à l'UCPA. Et puis elle aussi, elle avait fait une école de commerce, elle avait toujours voulu monter une boîte, on parlait de plein de concepts de boîte. Et puis un jour est venue l'idée de Néoness et on s'est lancé. Du coup, en fait, de base, comme tu le dis, tu as toujours été dans le côté plutôt business que le côté ouais. sport. Ouais. Tu as fait un peu tes classes, comme tu nous as dit, chez Procter Gamble. Procter Gamble. Et ensuite, bon, tu es parti, tu t'es dirigé vers un métier qui te faisait un peu plus kiffer à l'UCPA. Et c'est là que tu as rencontré Céline. Exactement. Et naturellement, vous avez eu l'idée de développer un concept, du coup, dans le sport. En fait, alors, il y a 2 aspects, on va dire. On réfléchissait à plein de concepts. Honnêtement, on aurait pu monter plein de boîtes, différents concepts. Elle, à l'époque, elle était mariée à un Hollandais qui avait des amis qui avaient créé une enseigne qui s'appelait Fit for Free à l'époque, sur un concept de fitness accessible, etc. Et ça marchait hyper bien. Et ils avaient proposé à Céline de monter une master franchise en France. Donc nous, on les a rencontrés, on a vachement échangé avec eux, on a bossé avec eux. Finalement, ils sont revenus sur leur projet parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus dur d'entreprendre en France qu'aux Pays-Bas. Pays-Bas, c'est le pays rêvé pour les entrepreneurs. Chez nous, il y a une réglementation de taré, il y a des coûts, des TVA, des taxes, voilà, qui sont beaucoup plus contraignantes. Et globalement, ils nous ont dit, en fait, nous, on n'ira jamais. Et nous, on leur a dit, bah, ok, mais nous, on pense quand même que même malgré ça, en France, ça peut être intéressant de le faire. Est-ce qu'on peut le faire? Ils nous ont dit oui. Donc ça, c'était cool. Ça, c'est l'aspect business. Après, honnêtement, le concept Néoness, c'est le fruit d'une inspiration Fit for Free aux Pays-Bas et puis de l'ADN aussi UCPA, qui a un côté hyper… L'UCPA, c'était rendre accessible les sports de plein air aux jeunes. Ben, nous, on était sur rendre accessible le fitness, pas qu'aux jeunes d'ailleurs, à tous, tant d'un point de vue financier, certes, mais aussi d'un point de vue état d'esprit, décomplexé… voilà, donc c'est vraiment un mélange des deux, quoi.
on va On dire. le ressent parce que ça, par exemple, un exemple tout simple, la première fois où moi j'étais à Néonès, il y a un truc qui m'a frappé, c'était le fait qu'il n'y avait pas de miroir, par Ouais, exemple. ouais. Et c'est complètement le concept, c'est justement venir à la salle de sport pour faire du sport et pas forcément se regarder. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être complexés par rapport à leur Ouais. esthète. Et le fait justement de ne pas mettre de miroir, c'est une certaine symbolique. C'est une symbolique hyper importante et en effet, il y a toujours, mais depuis toujours, plein de gens qui me disent non mais nous on aime venir chez vous parce qu'on ne se prend pas la tête, on est habillé comme on veut et on se concentre sur se faire du bien, prendre soin de notre santé, etc. Et ça a ouvert vraiment les salles de sport à beaucoup de gens qui ne se sentaient pas à l'aise dans d'autres salles de sport. Donc ça, on était hyper cool. Et puis l'état d'esprit, maintenant ça s'appelle Good Sport, Great Life, mais a toujours été là. Et c'est notre vision du sport. C'est le sport qui est un équilibre de vie, un kiff, plus qu'une exigence de performance ou une exigence d'esthétisme. Ouais. Je reviens un peu sur ce que tu as dit précédemment par rapport justement aux homologues hollandais, on va dire. Ouais. À ce moment, il vous dit, bon, on ne va pas le faire en France, nous, parce qu'il y a trop de restrictions, trop de complications par rapport au système français. Ouais. Vous vous dites, on va quand même le faire. Ouais. Mais à ce moment-là, votre entourage, quand il apprend que vous voulez le faire quand même, qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il pense de ça, de cette idée? En vrai, je pense qu'on ne leur a pas trop demandé. Enfin, entreprendre, pour moi, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, comme je te le disais, moi je l'ai depuis que je suis toute petite. Donc nous, on m'a toujours regardé. Quand j'étais gamine, j'ai monté une bibliothèque, je vendais des cartes de bibliothèque. Après, je vendais des colliers de coquillages, des machins. Enfin, j'ai toujours voulu faire ça. Je veux dire, ça a toujours étonné énormément de gens autour de moi. Mais en vrai, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Donc ils n'ont rien à dire. Point. Ce que les autres pensent, en vrai, tu t'en fous Il un faut petit surtout peu. faut surtout pas faire attention. Puis de toute façon, moi je dis toujours pour entreprendre, il ne faut pas se poser de questions. Donc il faut encore moins écouter les angoisses et les stress des autres. Les seuls qu'on peut écouter, c'est éventuellement d'autres entrepreneurs qui, là pour le coup, vous diront mais vas-y, fonce. Mais il ne faut surtout pas écouter ceux qui ne sont pas entrepreneurs parce que de toute façon, ils ne seront pas capables de vous motiver ou voilà, ils ne verront que les problèmes potentiels qui existeront d'ailleurs. Mais ça en fait partie, mais ce n'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter, quoi. Et aujourd'hui, ces personnes justement qui ne voient que les problèmes et sans les solutions, qu'est-ce qu'elles pensent du coup du parcours? Quels sont les retours aujourd'hui? En vrai, c'est marrant parce que ils sont tous forcément admiratifs, ils sont tous et en même temps, pour autant, ils te disent pas putain merde, j'aurais dû le faire et tout. Ils disent non mais moi, j'aurais jamais pu le faire, j'aurais jamais. Ça m'aurait trop stressé de le faire, donc voilà, on est content pour toi, c'est cool, ça a marché. Honnêtement, ça aurait pu planter. Hein. On peut pas dire que dès qu'on a envie, ça va marcher. C'est pas vrai. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont monté une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, et puis c'est la 3e qui a marché. Nous, on a de la chance, c'est la première. Il y a toujours une part de chance, mais moi, je suis en tout cas assez persuadée que quelqu'un qui a envie et qui s'entoure bien et aussi est très exigeant avec lui-même finira par y arriver. Pas forcément du premier coup. Mais avec de la motivation, de l'envie, du travail et de l'exigence, franchement, on peut vraiment s'en sortir. Enfin, c'est même certain. Tu nous as parlé justement tout à l'heure de bien s'entourer. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour bien s'entourer? Alors, honnêtement, c'est la mission la plus importante de l'entrepreneur, que ce soit recruter les bonnes personnes, que ce soit avoir les bons fournisseurs. Et c'est hyper difficile. C'est hyper difficile et en fait, on apprend, on se trompe beaucoup. On apprend en marchant et plus. Là aujourd'hui, ça fait 13 ans. Franchement, on a un comité de direction génial, on a des équipes géniales. En club, ça se passe hyper bien, mais ça se construit. Hein, au début, franchement, le premier club, moi j'étais manager du club de Fontenay avec Céline. On a recruté des mecs à l'accueil dramatique, on a recruté des coachs dramatique, je vais vous le dire. On ne donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom. Mais en fait, c'est normal. On n'y connaissait rien. Donc, en fait, on apprend. Il ne faut pas se dire, ah ben mince, je suis mauvais, je n'ai pas recruté les bons. En fait, il n'y a pas de recette miracle. Et en fait, petit à petit, on apprend de nos erreurs et puis on construit. Et voilà. Le métier d'entrepreneur, c'est un métier dans lequel on apprend tous les jours et qui change tous les jours. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est qu'il faut y aller. Il faut tester, il faut apprendre de ses erreurs et il faut savoir tout de suite affiner au fur et à mesure. Et après, on y arrive. Après, on fait encore des erreurs, mais de moins en moins. Il faut apprendre de ses erreurs. Ouais. Et moi, justement, ce qui m'a un peu rendu le côté qui est très admiratif, c'est justement le fait que vous arriviez à vous renouveler constamment. Parce qu'on a parlé de Néonès, bien sûr, qui a été un carton, en tout cas à Paris et la région Île-de-France. Mais au-delà de ça, vous avez su
créé un autre concept assez fort avec une entité très forte, c'est le concept épisode. Ouais. Comment est-ce qu'on fait justement pour créer un business qui fonctionne, créer un second business qui fonctionne et créer un troisième business qui fonctionne derrière? Comment est-ce qu'on fait pour se renouveler comme ça? Alors déjà, c'est même débat, c'est pas comment on fait, c'est il faut se renouveler. Si on se renouvelle pas, on meurt, clairement. Et donc nous, en fait, sur épisode, on avait, en fait, on était à un stade de néonesse où on voulait innover, on ne savait pas trop comment. Donc avec Céline, on s'est dit, bon, on va aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, parce qu'on n'est pas des experts professionnels du fitness, on est des professionnels, mais à l'origine, on n'est pas des experts. Et il y a quand même un pays, on a de la chance, qui est très en avance sur nous, c'est les États-Unis. Hein, globalement, il y a 10 ans d'avance. Donc on est parti à New York avec Céline. New York qui a encore plus d'ailleurs d'avance que le reste des États-Unis. Et on est allé vraiment s'inspirer. C'est vraiment de l'inspiration. Se promener, voir, sentir. Et sentir et se dire, ça, est-ce que ça marcherait en France ou pas? Il y a beaucoup de feeling. Après, on peut faire des études. Mais en vrai, les études, c'est pas la solution parce que typiquement, alors ça j'adore dire ça, mais si Apple avait fait des études pour l'iPhone, il ne serait jamais sorti. En fait, il faut aussi emmener les gens vers des concepts qui vont aimer après, auxquels ils vont adhérer. Donc, il n'y a pas que les études. Donc, il faut se balader, s'inspirer, ressentir les choses soi-même, se faire confiance. Et ensuite, potentiellement, en effet, valider certaines de ces idées, parce sinon, on peut créer des trucs complètement farfelus. D'ailleurs, pour l'épisode, on a créé un truc farfelu au départ. Avant de le lancer, je me suis dit, ça ne marchera jamais. En fait, au début, on y a cru, mais tout de suite, quand tu le conçois, tu fais putain, c'est trop compliqué. Même pour nous, c'est compliqué. Et le problème, c'est qu'on était on avait un problème de timing parce que on avait des locaux, on payait des loyers, il fallait qu'on le sorte vite, donc on n'avait pas trop le temps de se poser vraiment de pouvoir se dire on va corriger l'erreur avant de le lancer. Donc on s'est dit tant pis, on le lance comme ça. Mais déjà avant le lancement, on s'est dit bon, on va voir, il y a peu de chances que ça marche, mais on saura corriger le tir. Et en vrai, au bout de 4 mois, on a corrigé le tir. Les moods, ils ont duré 4 mois, je pense. Quand vous avez lancé ce concept, vous avez senti rapidement qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais vous avez confiance en vos capacités à rectifier le tir. Bah oui, de toute façon, il faut y aller, quoi. Enfin, donc, on était lancé, il fallait le faire. Ouais. Encore une fois, on ne se pose pas de questions, on y va. En fait, la vie d'un entrepreneur, c'est une vie d'obstacles permanents, tous les jours. Moi, je dis souvent qu'un entrepreneur, entreprendre, c'est comme jouer à la bonne paye. Tu connais le jeu La Bonne Paye? Bien sûr. Et bah, tous les jours, tu as 3 courriers. Tu as des courriers géniaux, genre la super nouvelle du jour, ou des courriers dramatiques. Au début, c'est comme on dit, c'est l'ascenseur émotionnel. On se dit putain, je vais y arriver, oh là là, on se prend une tuile. En fait, avec le temps, les tuiles, on les a, on fait bon, une tuile de plus, ok, on va la gérer. Ah, ça c'est cool, super. Et en fait, on prend un recul de fou, sinon on devient dingue de toute façon. Donc ça, c'est normal de se dire on se prend plein de merde. En fait, tout le monde se prendra plein de merde, mais il faut juste apprendre à prendre du recul et se dire c'est juste normal. Et mon job, c'est de les gérer. Donc je vais les gérer, puis c'est tout. Et donc là, épisode, c'était on s'est planté sur le concept au départ. Ok, qu'est-ce qu'on fait rationnellement? Qu'est-ce qu'on met en place pour corriger le tir? Et voilà. Après, pour que ça fonctionne, il y a l'excellence opérationnelle qui doit en découler. Ça, pour le coup, chez Verona, c'est un truc qu'on a vraiment hyper mis en place dès le départ, d'être hyper structuré, hyper organisé pour pouvoir être réactif et déployer des choses rapidement de façon qualitative. Moi, la question que je me pose, c'est, vous avez choisi quand même un secteur assez particulier, le secteur du fitness, de la remise en forme, qui est quand même, on va dire, assez masculin, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça fait d'être 2 femmes à la tête d'un réseau aussi grand? En fait, alors tu as raison, c'était masculin et vieux. À l'époque, honnêtement, tous les grands patrons du fitness, vieux, je suis méchante parce que j'ai bientôt le même âge. Je le garderai au montage, ça quand même. On va leur faire des petits pics comme ça va être sympa. Non, mais avant, quand on est arrivé, moi j'avais 30 ans et franchement, les mecs à la tête du fitness, ils avaient entre 50 et 60 ans, quoi. Donc, en effet, on était des ovnis. En plus, ils se connaissaient tous. On est tous un peu au milieu du karaté, etc. Enfin, voilà, il y avait un espèce de microcosme de mecs qui tenaient un peu le fitness en France. Et nous, en effet, alors on sortait complètement du lot. Je me rappelle, ils nous appelaient les Versaillaises.
Je vois pourquoi, parce que moi je ne viens pas du tout de Versailles, je suis provinciale, Céline aussi d'ailleurs. Mais bon, on sortait, c'est parce qu'on était école de commerce, des petites nanas et tout ça. Et en fait, moi je pense que c'est une force énorme. Déjà parce que on a fait notre petit chemin l'air de rien. C'est-à-dire qu'on n'était pas pour eux, pas crédible. Ah, c'est bon, elles font leur truc, un concept de taré. Donc en fait, on a fait notre petit chemin. Ils ne sont pas du tout inquiétés. Donc ça, c'était vachement bien. On n'est pas arrivé en prédatrice ou en prédateur, voilà. Et donc ça nous a permis de monter tranquillement notre concept. Nous, on ne disait absolument rien. Je veux dire, Fontenay a très bien marché. La mode piquée était un carton monumental. Et nous, on ne disait rien. C'est notre petit bout de chemin, tranquillement. Et donc pour ça déjà ça a été bien parce qu'il n'y a pas eu ce niveau d'alerte de concurrence terrible qui allait arriver, ils ont mis du temps à s'en rendre compte, donc ça c'était une force. Et puis après moi j'ai toujours pensé, Céline aussi d'ailleurs, que dans le business être une femme c'est vachement intéressant parce qu'il y a moins de conflits d'ego entre mecs, peut y avoir entre mecs, en fait ça se passe vachement bien, les échanges et discussions, on peut jouer de notre condition féminine et en vrai c'est plutôt un atout. C'est vraiment un atout. C'est plus une force qu'une faiblesse. Ouais, complètement. Vous n'avez jamais entendu de réflexion par rapport au fait d'être une femme dans ce milieu? En fait, il y en a peut-être eu, j'ai pas entendu. Ouais, ça passe à côté, de toute façon, tu peux bien parler, moi j'avance. Exactement. Qu'est-ce que toi tu conseillerais à une personne qui aimerait avoir le même parcours, que ce soit un homme ou une femme, mais qui part de rien, parce que concrètement vous êtes parti de rien, de base, qui part de rien et qui aimerait créer un concept à succès, une salle de sport, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? Déjà, moi, je conseille de ne pas partir seul. La première chose, c'est vachement bien de trouver un ou deux associés, plus c'est compliqué. Pour le coup, c'est pareil, hein, quand je dis bien s'entourer, la première chose, ça commence par un associé. Et un associé, il faut le choisir sur plusieurs critères. Déjà, qu'on soit d'accord avec l'objectif et la vision. Parce que si vous n'êtes pas d'accord sur le même objectif, à un moment, ça va clasher, vos intérêts seront divergents. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, il faut prendre quelqu'un à la fois avec qui vous arrivez à travailler et en même temps qui est complémentaire. Si vous êtes deux fois le même, vous savez faire deux fois la même chose, en fait, vous allez vous marcher dessus. Donc voilà, Céline et moi, on est ultra complémentaires et on savait qu'on arrivait à bosser ensemble parce qu'on avait bossé ensemble à l'UCPA. Donc moi, je dis souvent, vous vous associez pas forcément avec votre meilleur pote, parce que ça risque de plus l'être après. Par contre, associez-vous avec quelqu'un avec qui vous avez déjà pu travailler, ça s'est bien passé et en plus, vous savez que vous êtes complémentaires. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur le concept à succès, il y a deux options. Soit en effet, on prend un concept qui existe à l'étranger, qui a fait ses preuves et on fait ses analyses pour voir si ça pourrait marcher en France. C'est-à-dire, est-ce que ce qui a fait que ça a marché à l'étranger, il y a les mêmes éléments en France. Donc déjà, on s'assure en partie enfin pas complètement, hein, c'est jamais gagné, mais en tout cas, ça donne une certaine forme de garantie. Soit sinon, on y va à fond les ballons sur un truc complètement nouveau. Ça passe ou ça casse, mais c'est aussi une façon de faire. Après, il faut... je veux dire, nous, on s'est inspiré de l'étranger, mais à un moment, c'est McFit, hein, à l'origine, qui a créé le fitness hyper accessible. Le mec qui a décidé de mettre des machines dans un hangar, voilà, il a eu les couilles de le faire, de le lancer. Il dit, j'y vais, je verrai. Allez-y, testez. Maintenant, mettez pas toute votre fortune, celle de tous vos amis et tout, dans un truc ultra risqué. Il faut peut-être commencer petit, tester, hop, ça marche, puis on y va plus progressivement. Néonès, honnêtement, c'est des investissements. Un club, c'est quand même un investissement lourd, hein, c'est au moins 1 million. On l'a fait parce qu'on avait quand même des garanties. C'était pas gagné, encore une fois, mais le fait que ça ait marché aux Pays-Bas, ça nous donnait un peu plus de sécurité, on va dire. Voilà. Après, donc une fois que tu as ton associé, une fois que tu as l'idée du concept et tu t'as choisi entre les deux, après, faut en effet bosser à bloc, ça c'est clair, il n'y a pas photo. Et puis commencer à bien s'entourer, comme je te disais, trouver les bonnes personnes, les bons fournisseurs. Et ça, c'est le réseau. Nous, alors... On n'avait pas pour monter une salle de fitness, on n'avait pas un réseau de fous, hein, parce que nous, nos potes, ils sont plutôt dans la grande conso, dans les grandes boîtes ou dans le financier, tout ça. On n'a pas. Moi, je peux dire quand même que d'où je viens, les études que j'ai faites, ça m'a quand même permis de trouver des financements. Parce que c'était très compliqué de monter une salle de fitness. À l'époque, c'était quand même un secteur blacklisté par les banques. Ça l'est d'ailleurs toujours un peu. Hein. Et heureusement que j'avais quand même une amie à la BNP qui a fait qu'on a pu avoir un rendez-vous, ils ont vu le business plan, mais sinon il y avait quand même pas mal de banques qui nous avaient
claquer la porte au nez. Donc il faut pouvoir s'entourer, trouver des bons appuis sur les points potentiellement difficiles. Je suis sûr que ce conseil, en tout cas, il ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd quand on va mettre la vidéo. La question que je me pose aujourd'hui, c'est à quoi ressemble la vie d'une femme d'affaires à la tête d'un grand réseau? Parce que j'imagine qu'en 13 ans, ta vie, elle a quand même changé. Elle change tous les jours. En fait, avec Céline, on a commencé, on a tout fait, de A à Z. Donc, on a fait les aménagements de Fontenay, on a monté les casiers, on a distribué les flyers à Auchan-Val-de-Fontenay. On a fait l'ouverture le premier jour, on a remplacé la femme de ménage quand elle n'était pas là, on a recruté des coachs. Je me rappelle, c'était hyper drôle parce que nous, on n'y connaissait rien. Donc, on faisait un peu la nouvelle star. C'est vas-y, fais-nous ton cours. On regardait, c'était n'importe quoi. Mais bon, on a tout fait, on a fait tous les métiers. Après, donc, on était stade vraiment petite PME avec 3-4 clubs, 50-60 salariés. Ça restait hyper familial. Alors Céline et moi, on s'est partagé les choses de cette façon. Céline, elle a géré beaucoup la partie, on va dire, back-office, ressources humaines, immobilier, etc. Et moi, je gérais, on va dire, le produit avec l'exploitation, le marketing, l'informatique. Et puis, au début, moi, j'avais tout dans ma tête. Et puis, je construisais le truc. Puis, il y avait plein de gens qui m'aidaient autour. C'était assez facile. Et puis après, on est arrivé sur un stade où ça a grandi, où on a dû recruter des directeurs, des gens de bon niveau. Et là, moi, ça a été la chose la plus difficile, et je suis encore là-dedans, hein, c'est de réussir à transmettre tout ce que j'ai dans la tête, bien expliquer, bien cadrer, pour qu'ensuite, les directeurs ils puissent travailler ensemble. Clairement, c'est plus facile quand tu es 3, 4, 5 à faire un truc que quand tu es maintenant au siège, on est quoi, 80, 90, un truc comme ça, pour que tout le monde arrive à bien bosser ensemble. En même temps, c'est génial parce qu'on a recruté des personnes qui sont hyper pointues dans chacun de leurs domaines. Donc, c'est beaucoup plus riche qu'avant. Je veux dire, moi, avant, j'effleurais un peu touche à tout, mais j'étais experte de rien. Maintenant, on a plein d'experts hyper bons, mais la grosse difficulté, c'est de les faire vraiment bosser ensemble. Donc, c'est vraiment un autre métier de vraiment chef d'équipe, coordinateur. Moi, aujourd'hui, je passe mon temps beaucoup en organisation pour que tout le monde arrive à bien travailler ensemble. Avant, je faisais, j'ai fait, et puis maintenant, j'organise. C'est le métier d'un entrepreneur. Exactement. Quel est l'avenir? Comment est-ce que tu vois l'avenir du fitness, de l'industrie? Moi, je pense vraiment que l'aspect santé va vraiment progresser parce qu'on le voit, même cette crise-là, elle montre à quel point on a besoin de faire du sport et on voit toutes les conséquences de ne pas en faire, que ce soit sur la prise de poids, mais sur, pareil, toutes les maladies qui ont progressé, hein, le diabète, le cholestérol, etc. Donc tout l'aspect santé, moi, je pense, va être vraiment, vraiment de plus en plus mis en avant. En tout cas, moi, je suis assez sereine sur le fait que notre secteur a un avenir énorme, en particulier grâce à la santé. Voilà. Après, sur la partie des concepts, les studios, c'est assez récent. Je pense que ça va encore énormément progresser. Le digital, en effet, du mix entre les deux. La salle de sport classique aussi. Maintenant, les gens ont besoin d'humains, vachement d'humains, d'accompagnement, de relations humaines. Moi, je pense que ça passera beaucoup par les relations humaines, l'expérience client, le ressenti, créer aussi de l'émotion. Une expérience de sport, en fait. Ouais, complètement. Une vraie expérience. Complètement. Est-ce qu'il y a un projet peut-être qui se dessine dans cette orientation-là? En tout cas, je parle du sport santé parce que c'est ce que tu nous as mis en avant en premier. Ouais. Et aujourd'hui, je ne vois pas encore de concept qui ressemble. Honnêtement, là, en fait, la problématique qu'on a chez Verona, c'est qu'on a toujours plein d'idées et qu'on veut faire toujours plein de trucs. Et donc là, on est plutôt à se dire, attends, on va déjà réouvrir les clubs. On va déjà optimiser, tu le sais, hein, on a fait les New Concept Stores pour Néonès, donc déployer ça. Et dans ces New Concept Stores, il y a quand même tout ce dont on parle. On accentue vachement sur l'accompagnement, sur les conseils avec les néoclasses dont tu as fait partie, tu vois, l'aspect santé et tout. Donc, on est là, déjà en train d'optimiser le concept Néonès autour de cet accompagnement et du bien-être et de la santé et du sport comme équilibre de vie, ce que je vous disais au départ. Voilà, Épisode a toujours été aussi dans cette ligne-là. Néonès Live, on est aussi vachement là-dedans, avec le côté
accompagnement, humanisation du digital, avec l'after, avec les échanges qu'on peut avoir sur les écrans, et puis avec les masterclass thématiques. Donc là, on a fait des masterclass sur le mal de dos, on a fait des masterclass sur les complexes, on est vraiment en train de justement structurer nos trois, et c'est déjà beaucoup, nos trois concepts sportifs autour de ce concept d'humain et de santé et de bien-être. Je vais sortir un petit peu du cadre qu'on avait un peu défini. Je veux qu'on parle un peu plus de Marianne Tessier en tant que personne. Quand est-ce que tu comptes t'arrêter? Parce que ça fait déjà 13 ans. Et il n'y a pas un moment où tu te dis, écoute, là c'est bon, j'ai fait pas mal de trucs, peut-être profiter un petit peu. Alors déjà, je profite. Je veux dire, je me dis pas, je suis dans mon tunnel, comme quand j'étais en classe prépa, et puis je vais m'en sortir un jour. Aujourd'hui, je profite, j'ai une vie équilibrée, j'ai une vie équilibrée, je veux dire, entre pro, perso. Ça, c'est un énorme avantage quand tu es entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu bosses beaucoup, mais en même temps, tu es hyper libre. Tu organises ton emploi du temps comme tu veux. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai 3 gamins, j'ai une autre activité en parallèle que tu connais un peu avec ma maison. J'ai une activité où je fais des shootings, des tournages et tout. C'est une autre activité qui m'éclate. Je prends du temps pour moi. Alors, je pars pas mal en vacances. Je bosse en vacances, mais c'est pas grave. Je m'organise. Donc, je me dis pas, putain, il faut vite que j'ai terminé pour ensuite profiter. Parce que globalement, si je faisais ça, personne fait ça. Tu te fais chier comme un rat si tu fais plus rien. Surtout pendant 13 ans. Ouais, voilà, si tu bosses comme un chien pendant 13 ans, puis après, tu t'arrêtes tout, y a pas ce qu'il faut, c'est toujours trouver son équilibre pour à la fois professionnellement s'éclater et que ça ne bouffe pas sur la vie perso. C'est hyper dur. Honnêtement, franchement, c'est dur. Mais c'est un travail que je mène depuis toujours. Voilà. Proche, comment ils le vivent justement, le fait que tu sois toujours un peu en train de travailler, même si tu profites un petit peu? Alors déjà, mon mari il bosse avec moi, donc c'est pratique. Hein. Il bosse dans le groupe Verona, donc il est consultant indépendant, mais pour le groupe Verona, donc en grande partie. Donc on a un rythme de vie pour le coup. Et puis moi, le siège, ça c'est aussi le siège, il est à 5 minutes de chez moi. Donc, je n'ai pas de transport, je suis hyper flex. Au moment où je suis au bureau, il y a un problème avec les enfants, je prends mon vélo, en 5 minutes, je suis à la maison. Voilà. Pour les gamins, alors mes gamins, ils vont toujours dire que je travaille trop, ça c'est sûr, mais je pense que tous les enfants disent ça. Parce qu'ils aimeraient qu'on soit à 100% dispo pour eux. Et en même temps, ils sont pour le coup hyper fiers de Néonès. Voilà, ils sont trop contents. En plus, les salles de sport pour des petits mecs, moi j'ai 3 petits mecs, donc voilà, tout petits, on les a toujours emmenés, ils ont fait des cours, ils ont fait des trucs. Donc ils sont en même temps hyper contents. Évidemment, ils voudraient que je bosse un peu moins, mais ils apprécient aussi la flexibilité que je peux. Enfin, ils apprécient. Ils se rendront compte plus tard que c'était quand même vachement bien que je sois flexible. Et après, autour de moi, si tu vois plus large, franchement, c'est pas quand je suis en vacances et puis que je bosse un peu, ça dérange personne, honnêtement. En fait, je dis souvent mon emploi du temps, c'est un Tetris. Donc, ça peut faire halluciner tout le monde, mais de 8h du matin à 21h le soir, j'ai des activités, 7 jours sur 7, même le week-end. Mais je place des briques, donc c'est mes petites briques là, hop, et puis je m'organise. Alors j'ai des couleurs, les trucs jaunes c'est pour les enfants, le bleu c'est les trucs perso pour moi. Et après, dans mon boulot, j'ai plein de couleurs selon si je m'occupe du market, de telle marque, de tel truc, etc. Et puis, j'ai un besoin perso, je vais glisser ma petite brique bleue et puis je vais échanger d'autres briques. Voilà, je fais mon petit Tetris, je m'organise. Et donc, j'ai l'impression de pouvoir faire à peu près tout ce que je veux. Tu vois, je ne me sens pas prisonnière. Un dernier mot pour la fin? J'ai une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais écrite quand je suis partie du CPA pour monter le concept, qui était « La sagesse, c'est d'être fou lorsque les circonstances en valent la peine ». Pour moi, c'est vraiment ça l'entrepreneuriat. C'est, voilà, il faut... Enfin voilà, j'ai tout dit. Et puis sinon, non, franchement, je trouve ça vraiment cool ce que tu fais. Vraiment, je trouve que c'est déjà... cet esprit entrepreneurial, moi, je trouve ça canon. Et puis en plus, tu es justement à un endroit où... y a besoin, tu vois, tu identifies un problème et tu le fais en plus avec ton âme, ton cœur, l'équipe et tout. Donc franchement, c'est cool et longue vie à ce projet. Je te remercie. Je t'en prie. Et voilà, je pense qu'on est bon. Merci. Alors, je ne sais pas si on se fait un petit check du coude à distance. Allez. Yes, merci à toi. T'en prie.